Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abattu. Bâton. Casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. On commence l'épisode aujourd'hui avec une énorme tristesse pour l'incendie qui a eu lieu à la Cinémathèque brésilienne dans la ville de São Paulo le 29 juillet de cette année. Dès ce jour-là, on voulait parler avec un professionnel du cinéma au Brésil. Et Chay, il nous a aimablement offert un peu de son temps pour nous parler de la Cinémathèque, du cinéma au Brésil d'aujourd'hui et de son travail dans le cinéma. Chay Ferraz a obtenu son premier diplôme de cinéma en 2015 par l'Université fédérale de Pernambuco. Il a un master en communication sociale à l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil en 2019. Il a fait aussi un échange d'expérience en études cinématographiques à l'Université Rennes 2, Haute-Bretagne, en France, entre 2012 et 2013. Et il se déplace entre ses études scientifiques dans l'académie et le travail au jour le jour dans le cinéma. Salut, soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici, comme d'habitude, avec mon pote Adrien et aujourd'hui spécialement avec notre grande invitée, Chay Ferraz. Bon, salut Adrien. Salut Chay, comment vous allez? Salut, Les deux? ça va? Ça va bien? Bon, je vais bien. Comme Louisa elle a C'est- dit, c'est toujours un Merci plaisir. de m'avoir invité d'ailleurs. Ah, Oui, voilà. c'est un plaisir pour nous en fait. Nous sommes vraiment ravis d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Ah, c'est cool, hein. Ouais. Même que, bon, on va parler d'un thème triste, bien sûr, et aussi du contexte brésilien, mais c'est toujours des rencontres, hein. Ça, c'est le sens de la vie, vraiment. Donc, très, très contente. Alors, Chay, pour commencer, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Ça veut dire, comment tu te présentes au monde? Alors, moi je m'appelle Chay, je suis de Recife, hein, donc une ville dans la région nord-est du Brésil. Mais depuis janvier de cette année, j'habite à São Paulo et comme Adrien venait de dire, j'ai fait des études en cinéma et à Recife, mais aussi en France. Donc, je travaille sur les domaines avec plusieurs initiatives. Je travaille plutôt avec distribution de cinéma, c'est-à-dire un travail entre ceux qui font les films, les réalisateurs, les producteurs et ceux qui font projeter les films, donc les salles de cinéma, les plateformes de streaming. Donc, c'est vraiment un travail de divulgation des films. Donc, j'ai fait des bandes annonces, d'affiches, et, enfin, j'utilise plutôt les réseaux sociaux, des outils numériques pour faire que les films indépendants, brésiliens en tout cas, soient plus connus et plus vus par les gens, par les spectateurs. Mais à côté de ce travail avec distribution, je suis aussi chercheur en cinéma et j'ai fait aussi des films moi-même, des petits courts-métrages. Enfin, c'est une carrière encore en développement, mais c'est vrai que j'ai aussi ce désir de faire des films moi-même. Bref, je suis quelqu'un de passionné pour le cinéma et c'est ça mon loisir, ma vie, mon boulot. Oui, bah, c'est très, très cool, hein. Enfin, moi, j'aime le cinéma et je trouve super fantastique. Et pouvoir faire un film réalisé, n'est-ce pas? Ça doit être quelque chose de vraiment extraordinaire, j'imagine, hein. Ah ouais, mais ça peut être ordinaire aussi, hein. Ça peut être ta vie personnelle, hein. Je sais pas, enfin, il y a plusieurs possibilités. Oui, c'est comme dit le poète, Ouais, hein, bien sûr. travaille avec ce que tu aimes et tu n'aimeras plus rien. Hein. Exactement ça. Oui, voilà. Eh bien, c'est poète, hein. Ouais. Bon, très bien. Bon, on va parler un peu plus sur le cinéma de manière générale après, mais en ce moment, on a commencé dans notre introduction avec la question de la cinémathèque brésilienne.
Donc, j'aimerais savoir, bon, j'aimerais que tu nous expliques, en fait, à nous et à ceux qui nous écoutent, hein, c'est quoi la cinémathèque brésilienne? D'accord. Donc, la Cinémathèque brasileira, la Cinémathèque brésilienne, est une institution, enfin, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette interview d'ailleurs, je ne le savais pas du tout, qui a été créée en 1940. Donc, c'est une institution chargée de la préservation du cinéma brésilien. Donc, ils font du stockage des films, mais ils font aussi la préservation parce qu'on ne peut pas préserver une bobine de films chez nous, par exemple. C'est très dangereux pour le futur du cinéma. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes conditions pour prendre soin des films. Mais la Cinémathèque brasileira, elle a un travail aussi de projection des films. Elle est un organisme, elle était, enfin, parce que là, elle est fermée pendant un an déjà, parce que notre gouvernement, malheureusement, a fermé les portes de la Cinémathèque et a fait virer tous les fonctionnaires. Mais avant tout cela, bref, elle était un peu comme le musée du cinéma brésilien, c'est-à-dire une institution avec les portes ouvertes pour la communauté qui faisait les gens penser et réfléchir sur le cinéma brésilien. Donc, elle prend soin des films, des longs métrages, des courts métrages. Avant l'incendie, elle avait une collection avec plus de 250 000 bobines de films entre courts et longs métrages, et en plus des documents historiques, d'affiches, photos, bref, tout ce qui concerne l'histoire du cinéma brésilien. E é à la Cinémathèque brasileira. Donc, c'est ça, c'est une institution très importante et qui expérimente un abandon complet du gouvernement à ce moment-là. Bah, c'est vraiment triste, hein. C'est vachement... on n'a pas de mots même pour expliquer ça, hein. J'imagine bon, pour nous, n'est-ce pas, on ne travaille pas avec le cinéma, mais quand même on aime la culture, le cinéma, Ouais. et on voit ça dans tous les côtés, n'est-ce pas, et voir ça, c'est vraiment triste. Ouais. C'est drôle ça, parce que tu viens de dire que c'était une espèce de musée, en fait, hein, et c'est justement le sentiment que j'ai eu, un sentiment de perte, n'est-ce pas, de perte de l'histoire, de mémoire et tout. Et bon, nous savons bien sûr que ça n'est pas par hasard, n'est-ce pas? Et bon, nous voulons mieux comprendre ce qui s'est passé avant qu'il arrive ce jour tragique. Donc, dans quel état il se trouvait déjà la cinémathèque, ouais? Ouais, c'est ça, comme tu dis justement, il faut comprendre cet incendie comme partie d'un projet du gouvernement pour brûler l'histoire du cinéma brésilien, mais cet incendie prend lieu aussi dans un moment où la production du cinéma au Brésil est complètement arrêtée aussi. Donc, c'est un projet pour arrêter les présents, les futurs et les passés du cinéma. Et bref, la cinémathèque était complètement fermée depuis un an. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de techniciens spécialisés pour prendre soin des films. Et donc là, on a plein de films qui sont complètement brûlés et après mouillés aussi, après le travail des pompiers. Et on n'a pas de techniciens pour réparer les films, pour faire un état des lieux, des choses, des films, pour dire tout ce qu'on a perdu. Donc, c'est vraiment un abandon complet. Et moi, je peux recommander une page sur Instagram qui s'appelle @SOS Cinemateca Brasileira. Donc, les anciens fonctionnaires, malheureusement, de la Cinémathèque brasileira, dénoncent déjà cette situation depuis un an parce que c'était une tragédie, en fait, attendue. Malheureusement, c'était une tragédie déjà attendue. Donc, tu ne sais même pas dire quelle est la dimension de ce crime. Les gens n'ont pas... Il n'y a pas eu de techniciens suffisants, même pour raconter les pertes, c'est ça que tu as dit? Ouais, c'est ça. Tu as bien compris. En fait, sur cette page d'Instagram, les anciens fonctionnaires estiment ce qu'on a perdu. Mais il est probable qu'on a perdu des documents de plus de 50 ans de Embrafilme. Embrafilme, c'était l'entreprise du gouvernement brésilien responsable pour la production des films. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma français, c'est un peu comme le CNC en France, le Centre national du cinéma. Donc, vous imaginez 50 ans des documents
de l'État brésilien, des documents qui racontent l'histoire de l'économie du cinéma complètement perdue, on pourrait dire, mais aussi des films d'un distributeur qui s'appelle Pandora Filmes. C'est un distributeur d'ailleurs où j'ai bossé avant de mon travail actuel, mais bref, ils ont perdu surtout des films des années 90. Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu vraiment, mais ils estiment aussi qu'ils ont perdu des films étrangers et brésiliens, et peut-être des films brésiliens qui n'existaient que là-bas. Donc, c'est qui est très préoccupant. Et beaucoup de films d'étudiants qui faisaient partie de la collection des étudiants de l'USP, donc l'université d'ici de São Paulo. Mais bref, on a perdu beaucoup au sens matériel, mais au sens symbolique. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on est encore en train de perdre. On était déjà avant, et les projets de brûler le cinéma brésilien suivent un cours, en fait. Il y a eu une manifestation à la Cinémathèque brasileira, ici à São Paulo, j'y étais. Et là, je parle, enfin, je ne suis pas en porte-voix du mouvement, je parle comme un manifestant, une personne qui y était. On faisait un peu un travail de deuil, en fait, collectif pour comprendre cette perte. Mais c'est vrai que je sens qu'on n'a pas beaucoup d'outils pour changer la situation du cinéma, hein, parce que là, on parle depuis, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines de l'incendie et les films sont encore abandonnés, brûlés, mouillés, abandonnés. Wow, donc non, ça c'est absurde, hein. J'imaginais pas que c'est un double crime alors, hein. Tout ce processus qui a enchaîné d'abandon, qui a enchaîné l'incendie, et après l'incendie, l'omission, on peut dire, hein, du gouvernement. J'ai brûlé, je vais pas réparer, je vais laisser comme ça, hein. Mais c'est fou, hein, c'est complètement fou parce que c'est le travail de, bon, les films qui sont mouillés peut-être, bon, ça c'est possible de sécher et tout ça, non? Non, ça je ne sais pas du tout. J'imagine, moi j'ai lu sur Internet que les pompiers même le disaient, on n'a pas trop utilisé de l'eau pour finir l'incendie parce qu'on avait peur de plus, je ne sais pas, j'oublie les mots là, mais voilà, vous avez compris. Donc, oui. Mais en tout cas, il faut avoir du personnel, hein, pour le faire. C'est ça la question, hein. Et il n'y en a pas. Ils sont abandonnés, hein. Toujours abandonnés. Wow. Ouais. Et c'est fou, hein, parce que si on pense dans la culture, je pense que le cinéma, c'est un travail, n'est-ce pas, où on n'a pas d'investissement depuis toujours, en fait. Oui. Donc, pour réaliser des films et tout ça. Et là, le côté symbolique, je comprends le côté symbolique aussi dans ce sens, parce que c'est ça, hein, il y avait pas beaucoup déjà d'investissement donc pour produire. Donc je connais beaucoup de personnes du cinéma et qui font du cinéma sans investissement, sans aucun investissement, n'est-ce pas? Et c'est vraiment vraiment triste. Bon, Luisa a commencé à parler de ça, de cette production, hein. Et comment elle fonctionne? Comment on fait du cinéma au Brésil actuellement? Comment on fait? C'est ça la question. Je pense que c'est une chose absurde de me dire. Comment on fait du cinéma au Brésil? Ça, c'est une bonne question, une question qui peut-être avant, elle était un peu plus simple à répondre quand on avait d'investissement, surtout dans les gouvernements du Parti des travailleurs. Je suis un militant du parti, je peux le dire, mais oui, bien sûr. Ouais, c'est la vérité. Pendant le gouvernement de Lula et Dilma, on avait beaucoup plus de subventions, donc c'était un peu dur déjà, mais quand même, on avait des sous, on avait des moyens pour faire des films et se faire payer parce que c'est vraiment un travail, ça coûte beaucoup d'argent et ça embauche aussi beaucoup de gens. Mais là, c'est hyper difficile de faire un film, hein, et de faire du contenu audiovisuel, des séries, des vidéoclips, de ce que tu veux, parce qu'on n'a pas de subventions. Parce que l'Agence nationale du cinéma, l'ANCINE, est complètement... elle fonctionne encore, mais elle est fermée. C'est-à-dire qu'il y a des sous, mais on n'a pas de subventions. C'est compliqué, hein, d'expliquer, mais c'est un peu la réalité de la démocratie au Brésil, hein. On a perdu, mais elle existe encore, bien entre guillemets. Donc, c'est ça. Mais sinon, je crois
comment faire du cinéma aujourd'hui au Brésil, vous pouvez trouver vos moyens pour avoir des sous, c'est-à-dire faire du crowdfunding, ou bien faire des petits documentaires qui ne coûtent pas beaucoup. Sinon, vous pouvez parler avec les marques, des entreprises qui peuvent être intéressées pour sponsoriser votre projet, mais après, c'est difficile, hein, parce que surtout quand on parle des sujets, par exemple, si une réalisatrice veut faire un film sur les conditions d'interruption volontaire des grossesses au Brésil, je m'en doute un peu quelle entreprise pourrait faire la subvention de ces projets. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a des tournages aussi, on a des films avec des acteurs très célèbres, mais après, les cinémas d'auteur, les cinémas indépendants, les cinémas qui mènent une réflexion, et il est en danger, en fait, au Brésil. Et peut-être tout ce qui mène à une réflexion est en danger à ce moment au Brésil. Oui, exactement. Ouais. Mais j'allais te demander comment on fait du cinéma pendant ces moments de pandémie. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas. Notre pandémie pire, c'est politique, je pense, en ces moments. Donc, ouais, les virus et le président, je suis d'accord. Hein, donc, laisse tomber cette question. Ah ouais. Non, mais c'est ça, parce qu'il y a déjà des guides, des préconisations contre le COVID-19. Donc, si vous avez des sous, vous pouvez tourner un film. Mais ça augmente beaucoup le budget d'un film avec des tests. Donc, je parlais tout à l'heure de ces films avec beaucoup de budget et des acteurs célèbres. Et j'en suis sûr qu'ils font toute une structure pour faire des films. Mais sinon, je pense ou j'espère au moins qu'on ait beaucoup de films personnels, des films d'archives, des films qui trouvent avec la limitation une façon d'être plus créatif, en fait. Donc, ça, c'est mon espoir. Oui, voilà. Ouais. On ne pense pas souvent ça quand on va au cinéma, hein, de la difficulté de faire que le film arrive au cinéma, que c'est le résultat final, hein, c'est arrivé au cinéma. Derrière ça, il y a des infinites possibilités, pas possibilités, mais des travaux infinis derrière ça. Hein, beaucoup de personnes, beaucoup de têtes qui travaillent sur ça. Et j'écoute parfois des gens qui disent qu'ils n'aiment pas le cinéma brésilien, seulement les cinémas étrangers, hein, généralement hollywoodiens. Mais il y a, je pense qu'au niveau des investissements d'argent même, il y a un abîme, hein, je crois. Et quand même, on fait des bons films. Hein. C'est incroyable. Ouais, c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Et au bout des comptes, est-ce qu'il faut avoir des millions de dollars pour faire de bons films? Pas forcément. C'est ça que les cinémas brésiliens montrent tout le temps, parce que même si on n'a pas beaucoup de sous d'investissement, on est toujours présent au plus célèbre festival du cinéma du monde, au Festival de Cannes en France, au Festival de Berlin en Allemagne, et au Festival au Brésil en Amérique latine, pourquoi pas. Tout à fait. Et bien, qu'est-ce que... Bon, on va parler d'une petite polémique là. Qu'est-ce que te vient à la tête quand quelqu'un te dit « Ah non, j'aime pas le cinéma brésilien. » Non, j'ai pas de patience. Non, moi non plus, oui. J'essaie de faire une communication non violente avec les gens qui ont du préjugé avec le cinéma brésilien, parce que ça, c'est un vieux préjugé. Hein. Les gens disent tout le temps, le cinéma brésilien, c'est un peu pornographique, il parle que de mauvais mots, l'audio n'est pas bon, j'aime pas du tout, mais ou des fois, peut-être, le cinéma brésilien, ça c'est trop culte, ça c'est trop intellectuel, j'aime pas, c'est très bobo, je sais pas. Mais bref, je pense qu'il faut penser qu'on a une production hyper diverse. Donc, on a des films qui font réfléchir, on a des petits documentaires, mais on a aussi des films des genres, c'est-à-dire on a de la science-fiction, on a des films d'horreur, on a des comédies. Et bref, je pense que les gens doivent voir ce qu'elles ont envie de voir. C'est-à-dire, si tu ne veux pas voir un film classique, par exemple, de Glauber Rocha,
j'espère que tu as envie de voir un film de Glauber Rocha une fois dans ta vie, mais bref, il faut que tu regardes ce que tu veux, mais peut-être se demander toujours pourquoi est-ce que j'aime ces films. Parce que peut-être, je sais pas, tu regardes un film brésilien et tu l'aimes parce que c'est un film d'horreur, mais après tu te dis, tiens, c'est intéressant parce que c'est un film tourné à Recife, par exemple, et je ne m'imaginais pas du tout que ça pourrait être si intéressant. Donc après cela, je vais voir d'autres films tournés à Recife, ou peut-être à Belo Horizonte, à Rio de Janeiro, pourquoi pas. Je pense qu'il faut être curieux et voir ce que tu aimes au bout du compte. Ouais. Et c'est cool, c'est fou ça, hein, parce que c'est vraiment là, quand j'ai vu un film qui se passait ici à Belo Horizonte, j'étais vraiment, ça me donnait un sentiment super fou. Et les films que j'ai vus qui ont été tournés à Recife aussi, je me suis dit, mais cette ville extraordinaire, comment est-ce que j'habite au Brésil? Je la connais pas. Non, c'est très cool de voir des films parce que des fois, on pense que les films parlent d'une réalité vraiment spécifique. Oh non, ces films viennent des Recife, ils ont un accent difficile à comprendre, je ne sais pas. J'ai rien à voir avec ces films, mais au bout du compte, on parle des histoires très universelles qui peuvent être comprises ici au Brésil avec les différentes réalités qu'on a dans notre pays, mais aussi ailleurs. Pourquoi pas, non? Oui, exactement. Mais bon, cette question qu'Adrien il a fait des personnes qui disent toujours qu'ils n'aiment pas le cinéma brésilien, ça me fait penser que c'est pas... Bon, c'est peut-être une question plus profonde, parce que c'est pas seulement aimer le cinéma, mais une question même d'aimer notre propre culture, d'où on vient et voilà. Donc, c'est une espèce de syndrome Ouais, non, je pense... Je sais pas, pays colonisé, quoi. Je sais pas, mais... Ouais, je pense qu'on a du mal à se voir des fois. Par exemple, on a du mal à voir notre accent. Donc moi, je viens de Recife, vous venez de Belo Horizonte, ce sont des villes où on a des films, mais c'est quand même pas les films standards du pays qui sont tournés ici à São Paulo, par exemple. Donc, je crois qu'on a du mal aussi à se reconnaître des fois et on pense, ça c'est mauvais. Ils sont pas bons, ces acteurs-là. Mais en fait, ils sont de très bons acteurs, mais ils parlent pas de la façon à laquelle on est habitué à voir le cinéma, en fait. Donc, on a du mal à se reconnaître, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai déjà dit ça dans le podcast que je viens de la campagne, donc dans un petit village. Et j'ai eu, je sais pas, mais j'ai eu de la chance, je pense, parce que quand je suis venue vivre à Belo Horizonte, il y avait beaucoup de festivals de cinéma, justement au gouvernement Dilma, pardon. Et il y avait beaucoup de festivals, il y avait un espace qui n'existe plus, c'était un cinéma de rue et qui était vraiment extraordinaire en fait, parce que c'était l'espace même et les films qui roulaient, c'était les films du Brésil entier en fait. Et j'aimais, j'étais quoi, étudiante, j'avais pas de sous et c'était tout gratuit. Et j'aimais parce que j'ai connu plusieurs choses, j'étais super ouverte au monde. Bon, j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est cool ça, hein? Je pense que c'est l'important c'est justement avoir des festivals, avoir l'espace, n'est-ce pas? Parce que je vois que les personnes peut-être qui disent ça, elles ont déjà un préjugé. Elles n'ont jamais allé à des festivals, quoi. Ouais. Bon, c'est ça, des réflexions. Hein. C'est ça même, l'espace où tu vois les films et quels sont les films que tu vois brésiliens aussi. Hein. Parce que parfois, le cinéma brésilien, pour eux, ce sont Globofilms seulement. Hein, que c'est une vision de film, d'une entreprise, d'une productrice de film. Donc, peut-être que tu n'aimes pas, toi, les Brésiliens qui nous écoutent, qui n'aiment pas le cinéma brésilien.
Peut-être que tu n'aimes pas le cinéma de Global Films. Cherchez d'autres entreprises hein, qui sont très bonnes, en fait. Je pense que vous allez aimer. Hein. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Je pense que les salles de cinéma et les festivals ont une importance pour former, je ne sais pas si vous pourrez dire comme ça, mais former des nouveaux spectateurs. Donc, c'est ça, parce que des fois, par exemple, si on a une salle de cinéma dans la rue, tu passes et tu vois sur le trottoir beaucoup de gens, mais tu te demandes pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles font. Et après, tu vois l'affiche, enfin, donc c'est ça, l'expérience d'être... parce que c'est ça, le cinéma, c'est une expérience de voir ensemble, non? C'est ça qui me manque le plus d'ailleurs pendant la pandémie, c'est cette Ouais. expérience de voir des films ensemble, de connaître des gens, de parler des films. Je sais pas. Peut-être quitter la salle de cinéma si tu n'aimes pas les films, mais encore enfin, Ouais. avoir une expérience, hein, Ouais. c'est ça. Oui, oui, et je me souviens ça, c'est drôle, hein, parce que je me souviens des scènes, des personnes qui sont, donc, qui ont commencé à regarder un film, elles se sont levées, en fait. Ben non, je vais pas y regarder ça, en fait. Et ça fait réfléchir, quoi. Qu'est-ce qu'elle a vu, en fait, qui a amené à cette réaction, n'est-ce pas? Et applaudir. J'ai déjà vu les gens qui applaudissaient, Oui, pleurer, oui, tout ça hein, pour le cinéma. On applaudit les ouais. acteurs qui sont même pas là, hein, en Ouais. présence Bacurau, physique. Hein. oui. Oui, Bacurau, je pense que, comment ça s'appelle le film qui a été tourné à Recife avec, il avait la maison, Sônia Braga, Aquarius. Aquarius, les gens Ouais, applaudissaient, c'était super. ouais, ouais. Ouais. Et Chai, tu as parlé de l'affiche, n'est-ce pas? Donc, le trottoir et l'affiche et tout ça. Bon, on sait que tu produis, n'est-ce pas, des affiches. Mais bon, on voulait savoir, enfin, comment est-ce que le cinéma, il est apparu dans ta vie, en fait? Ah, C'était d'accord. quand ça? Non, ça c'est une bonne question, mais en tout cas, je pense que nous tous et nous toutes qui travaillent avec le cinéma, nous sommes toujours quelqu'un de passionné pour le cinéma. Donc la question, quand est-ce que le cinéma est apparu sur nos vies, c'est un peu la question, quand est-ce qu'on est tombé amoureux du cinéma. Donc moi aussi, j'ai une histoire romantisée de mon enfance, des films que j'ai vus au cinéma, mais j'ai commencé vraiment quand j'étais au lycée parce on avait un ciné-club au lycée qui s'appelait Fora do Circuito, hors circuit. Et donc, on faisait la projection des films cultes, mais si on faisait que de la projection des films cultes, on était dans les circuits des ciné-clubs qui projetaient des films cultes. Donc, il fallait aussi projeter des blockbusters aussi. Et en plus, c'était intéressant parce que les blockbusters avaient plus de public. Donc, c'est ça un travail de formation des spectateurs. Il y avait toujours de nouveaux élèves qui commençaient à savoir de l'existence du ciné-club. Et moi, je faisais le travail de divulgation du ciné-club. Donc, je faisais l'affiche, j'écrivais des critiques pour les journaux de l'école. Donc, je faisais mon travail à l'échelle euh, micro. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui à niveau national. Je le faisais déjà au lycée. J'ai eu de la chance. Ouais, mais je suis étonnée, quoi. C'est quand... c'est très beau, ça. Hein? C'est extraordinaire. C'est romantisé, hein, tu vois. C'est romantique, je sais pas. Non, c'est très beau. Un super Oui, lycée c'est très déjà. beau. Hein. Ouais. Et donc, la réponse est toujours, hein, quand est-ce il est apparu dans ta vie, il était toujours là. Hein. Ah ouais, Ouais. peut-être, hein, peut-être. Et tu Ouais. as choisi Mais... C'est un directement. amour, quoi. Il était là, voilà. oui. Mais c'est, au moment de choisir là, le cours universitaire, ça a été ce projet-là de cette cinémathèque qui t'a fait choisir partir vers ce domaine du cinéma. Ouais, je crois que c'était l'existence du ciné-club au lycée qui m'a fait penser, c'est ça que je veux faire de ma vie, mais aussi il y avait avec le gouvernement du Parti des travailleurs, ils ont commencé une licence en cinéma à Recife, parce qu'avant, les gens qui voulaient faire des études en cinéma, ils devraient aller à São Paulo, à Rio, à Brasilia, par exemple. Donc, c'était vraiment un moment où le cinéma brésilien s'apoussait, surtout le cinéma produit à Recife, en tout cas. Donc, c'était un moment très, comment je, enfin,
vous étiez ado, je crois, à la même époque que moi. On était tous brésiliens, un pays qui pousse. Enfin, on avait tout un futur. Mais là, enfin, on a déjà raconté la fin de cette histoire. Mais bref. Oui. Et j'aimerais savoir, en fait, je pense qu'on a parlé. Bon, j'aimerais t'écouter parler. Hein. Quel est ton travail plus effectif, même avec le cinéma aujourd'hui? D'accord. Donc, moi, je travaille avec distribution, comme je disais. Donc, ce que j'ai fait, c'est visionner un film avant de tout le monde. Je vois l'affiche, je travaille de la production de l'affiche au Brésil parce que des fois, on fait la traduction, des fois, on produit une autre affiche quand on travaille sur un projet étranger. Mais sinon, je travaille avec les réseaux sociaux. Je produis des contenus sur Twitter, Instagram, Facebook pour faire que les films soient plus, je sais pas, vus, commentés. Parce que c'est ça, hein, c'est un travail d'essayer que les films soient recommandés. Parce que c'est ça que je crois qui fait une personne voir un film. C'est les bouches à oreille. C'est un ami à toi qui t'a dit, tiens, regarde ce film, il est hyper bon. Donc, c'est un travail d'essayer que les films soient présents au quotidien des gens. Et donc, des fois, par exemple, j'ai bossé sur un film qui s'appelle Les Briots. C'est un film français qui parle sur une fille d'origine arabe qui arrive à faire des études en droit à Paris, par exemple. Il est filmé ici au Brésil. Il est arrivé en salle pendant la Coupe du Monde, quand on parlait beaucoup de la formation de la société française à cause de l'équipe de foot de la France. Donc, c'est vrai que les films auxquels j'ai travaillé à ce moment-là, les Briots, ils ne parlaient pas du tout de la Coupe du Monde, mais les médias brésiliens parlaient beaucoup de ça. Donc, tiens, là, on a un film qui mène de la réflexion sur ce sujet aussi. Donc, c'est ça mon travail, est trouver des opportunités pour faire que les films soient recommandés. Oui, en fait, peut-être que c'est justement c'est le trottoir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, c'est justement, bon, c'est la vie qui existe en ligne, n'est-ce pas, sur Internet. Ah ouais. C'est cool. Et tu as parlé Mais c'est comme un poète m'a dit, j'ai oublié la phrase. Avec ce que tu aimes. Et tu ne verras plus rien. Mais non, c'est pas ça. Non, j'allais dire que c'est incroyable. Je pense que tu dois être toujours connecté, toujours attentif aux choses qui se passent. Hein, parce que c'est question des réseaux sociaux et publicité, c'est question des R parfois. Hein. Oui, c'est ça. Jours, 24 heures, après 24 heures, la chose, tu perds le time, quoi. C'est passé l'opportunité. Hein, donc, tu dois être toujours attentif. Ouais. Mais il faut être attentif et je pense qu'il faut être, je sais pas, il y a une éthique aussi parce que, par exemple, là, je travaille sur un film irakien, je sais pas si je peux dire comme ça, mais bref, c'est un film qui parle sur l'extrémisme religieux. Et voilà, là, tout le monde parle de la situation à Kaboul avec les talibans. Et voilà, donc on a un film qui parle aussi de l'extrémisme, mais dans un autre pays. Donc voilà, mais essayer que les films soient présents au quotidien des gens d'une façon qui soit honnête avec les films, avec les sujets qu'ils apportent et avec les spectateurs. Donc, c'est des fois, parce qu'au bout des comptes, je travaille avec du marketing, j'aime bien les films, j'aime bien les trottoirs, l'expérience des salles de cinéma, mais voilà, les gens veulent que les films fassent des sous au bout des comptes. Mais c'est ça, moi j'essaye de penser aux films comme des produits, mais aussi comme des possibilités, des fenêtres pour comprendre le monde et les sociétés. Et comment fonctionne ce processus de création des bandes annonces, affiches? Et ça va partir de... Parce que tu as dit que parfois, quand c'est de la traduction, c'est un film que c'est pas brésilien, il faut adapter hein, l'affiche et il faut même adapter le titre. Hein. Souvent, on voit des films dont le titre n'a rien à voir avec la traduction du titre n'a rien à voir avec celle de l'original. Comment fonctionne ce processus? À quoi vous devez penser au moment de faire ça et tout?
Ça dépend, parce que par exemple, si on a une affiche très célèbre d'un film, une affiche que tout l'Internet tout le monde a publié sur Twitter, on ne va pas changer l'affiche parce qu'il est déjà célèbre. Mais des fois, on a un film qui fait penser à un autre film qui a été déjà vu par beaucoup de gens ici au Brésil. Donc, on essaie de faire une affiche qui se rassemble un peu. Ça dépend, c'est toujours un travail de pensée. C'est ça, hein, les sujets du film, la carrière du réalisateur ou de la réalisatrice, comment il peut être plus parlé. Donc, ça peut changer beaucoup, hein, les contenus de l'affiche, de la bande-annonce. Mais en général, quand je travaille avec le cinéma brésilien, c'est un travail beaucoup plus proche de ce que font les films. Donc, j'essaie toujours de comprendre ce que les réalisateurs ou que la réalisatrice font, comment ils vont, c'est sa propre production. Mais j'essaie aussi de dire, tiens, là, j'ai fait un travail de marketing, donc il faut penser au public, ça ne marche pas ou ça marche. Ça, je sais pas. C'est une question difficile, hein, parce que c'est tout un métier, en fait. Ouais, et je pense que ça change de professionnel à professionnel, hein. Donc, c'est quoi? On parle de sensibilité et ça va changer. Ton travail de produire un affiche, c'est différent d'une autre personne, bien sûr. C'est super personnel, j'imagine. Ouais, et ça dépend du film aussi, hein, parce que quand on parle des films d'auteur, donc j'ai cette préoccupation, mais après, il y a des films qui sont des produits. Donc, c'est ça. Je demandais justement pour ça, hein, parce que parfois on peut penser que c'est une chose plus naïve, la création des affiches, des bandes sonores. Tout c'est artistique dans le sens un peu naïf d'inspiration. Donc, ton travail, c'est regarder le film avec ton inspiration, créer une affiche, créer créer une bonne annonce. Mais c'est bon de savoir ces côtés pragmatiques des productions, de voir le film comme un produit aussi, hein. Donc, c'est pas que de l'art, quand même. Ouais, c'est ça. C'est une industrie aussi. Oui, et justement, je profite justement de ce débat-là, parce qu'en fait, notre conversation aujourd'hui, c'est le cinéma pour les nuls. Et le cinéma brésilien pour les nuls, en fait, hein. Donc, les nuls sommes nous deux, hein. Moi aussi, hein, moi aussi. Non, en fait, parce que, bon, justement, on voit le produit, mais je sais c'est énorme, n'est-ce pas? Et on voulait savoir, bon, comme curiosité, je sais que cela varie, mais combien coûte en moyenne faire un film, hein? Si on parle d'investissement et gouvernement et tout ça, que c'est important et que ça nous manque aujourd'hui, on est un petit peu curieux parce qu'on demande parce qu'on pense que la plus grande partie des personnes ne savent pas ce qui s'y passe derrière les rideaux. Ouais, donc, il y a une équipe énorme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il y a de nombreuses étapes. Ah bon, il y avait une équipe énorme pour réaliser et une autre équipe énorme avec plusieurs, comment est-ce que je peux dire, secteurs, je sais pas. C'est énorme, en fait. Je pense département, peut-être. Département, justement, parce que ça... En portugais, on dirait fou, département. hein? Ah oui, ouais, peut-être en français. Mais c'est énorme, quoi, j'imagine. Alors, tu sais, un petit peu. Non, je pense qu'avant, quand on avait des subventions, un film donc indépendant brésilien de fiction coûtait aux environs 3 millions de reais, donc 500 000 euros, balles, je sais pas. Mais il faut penser qu'un film peut embaucher beaucoup de gens entre emploi direct et indirect aussi. Donc, les gens qui font à manger, des gens qui, je sais pas, qui conduisent des voitures pour les acteurs, les techniciens, beaucoup de gens. Et donc, pendant beaucoup de temps aussi, hein, parce qu'un film, ça peut prendre 1 an, 3 ans, mais même une décennie pour être fait entre l'écriture du scénario, la subvention pour la production, et la post-production, c'est-à-dire les montages, la création de la bande sonore, c'est l'original ou non, et après, le travail de distribution en salle de cinéma,
Netflix ou quoi que ce soit, et après sur la télé aussi. Donc, ça prend beaucoup de temps, ça embauche beaucoup de gens. C'est vraiment une industrie. Donc, beaucoup de gens du préjugé avec le cinéma brésilien parce qu'ils pensent que c'est un gaspillage d'argent, mais c'est vrai que quand le gouvernement investit sur le cinéma, cet argent revient en impôt pour l'État. Donc, il y a même des recherches qui disent qu'à chaque 1 réal qui est investi pour le cinéma, l'État prend après presque 3 reais. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, parce que ça gère beaucoup d'emplois, ça fait gérer l'économie, en fait. Donc, c'est ça, c'est comme si l'État était une entreprise. Donc, c'est un investissement, vraiment. C'est pas... Ouais. Donc, c'est un investissement pour la culture, pour les côtés symboliques du film, mais après, ça fait des sous aussi. Oui. Mais les films ne se font pas payer avec les spectateurs au cinéma, ils se font payer dans le sens que les personnes qui ont travaillé pendant cette décennie peut-être ont voyagé, je sais pas, ont acheté des ordi. On payait ses impôts, quoi. Ouais, payer ses impôts, c'est Voilà. ça. Ouais, exactement. Mais ce que tu as dit de produire de la nourriture pour le personnel et tout ça, je me souviens d'une histoire parce que j'ai eu un petit ami et sa sœur, elle faisait du cinéma. Elle est allée à São Paulo pour étudier, enfin pour faire la fac. Et la première année, donc quand elle était là-bas, elle a raconté une histoire super... bon, à mon côté, c'était super... beau, en fait, parce que c'était justement, je suis très animée pour faire du cinéma, mais c'était justement ce côté, c'est pas du glamour, quoi, hein, tu vois. Donc, elle racontait, elle a participé de la production d'un court-métrage et elle a dit, regarde l'eau qu'il boit, la bouteille d'eau, c'est moi que je l'ai achetée. Et donc, elle était super, elle était super contente et tout ça. Bon, elle rigolait d'elle-même, quoi. Mais c'est justement, c'est quoi, un travail de fourmi, ouais, tu vois. Ouais, et les gens bossent beaucoup, hein, parce qu'une journée de travail de cinéma peut prendre 12 heures, 10 heures, donc beaucoup de temps, en fait. Parce qu'avant que les films puissent être tournés avec la scène, avec les objets et tout, enfin, il y a tout un travail de maquillage, coiffure, transport, donc ça prend beaucoup de temps. Donc, pour tourner 8 heures, par exemple, il faut qu'on ait un travail avant et un travail après aussi, donc ça prend beaucoup de temps. Oui, voilà. Donc, 3 millions, et c'est pas énorme, hein, c'est le nécessaire. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est drôle parce que quelques moments avant le début de la pandémie au Brésil, justement, comme tu as dit, beaucoup de gens posaient cette question sur la valeur et le besoin des artistes, hein, au Brésil, avec beaucoup de manifestations contre les sponsors des artistes, hein, des mouvements artistiques et tout. Et après, on s'est vu à la maison sans rien à faire à cause de la pandémie, ou même si on avait des choses à faire, on a gagné plus de temps qu'avant, hein. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller dans les bars. Et ce qui nous a sauvé même notre tête, hein, notre esprit, ça a été les arts, hein, les streamers dans ces cas, hein, les choses, l'accès qu'on peut avoir des arts sur Internet, hein, la musique, le cinéma surtout, je crois, hein. Et donc, c'était juste un commentaire. Mais il y a cette valeur, hein, on peut penser non, mais 3 millions, c'est beaucoup de choses. Mais pour dépenser avec un film, on va avoir cette pensée, hein. Je suis d'accord parce qu'avant, on parlait de la valeur du cinéma comme mémoire, mais là, tu parles de la valeur du cinéma comme quelque chose qui fait bien à l'esprit. Donc, au cinéma, on va rigoler, on va penser aussi sur notre société, mais c'est aussi quelque chose qui nous fait du bien. Donc, c'est pour ça que le cinéma est beaucoup plus qu'un produit. C'est aussi un produit, ça crée aussi des impôts, beaucoup d'emplois, mais c'est quelque chose qui nous fait du bien et ça, c'est pas quelque chose de mensurable. Donc, c'est ça, hein.
Donc, on est en danger à ce moment-là, à plusieurs niveaux, je pense. C'est tellement compliqué la réalité du Brésil. Mais en même temps, on est tous, où on devrait tous être à la maison et on voit des films et ça nous fait du bien. Donc, c'est quelque chose qui me donne espoir aussi. Parce qu'après, j'espère, ce gouvernement qu'on a à ce moment-là va finir. Et donc, on aura d'autres cycles. Parce que le cinéma brésilien, si on pense un peu à l'histoire du cinéma, donc si on pense par exemple aux années 90, on n'a presque pas fait de films. Donc, c'est un peu notre histoire. Hein. Les interruptions font partie de l'histoire du cinéma brésilien et je pense qu'on va survivre. Oui, j'espère. Hein. C'est nécessaire. Bon, je viens de parler sur les streamers. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette relation cinéma indépendant, brésilien et streamer? Parce que, je sais pas, comment c'est cette relation et comment toi, comme professionnel de cinéma, vois l'actuation des streamers au niveau brésilien? Ah, c'est compliqué hein, parce que les gens veulent savoir une chose quand je parle d'un film. Est-ce que ce film est déjà disponible sur Netflix? Donc, mais c'est ça. Là, on vit dans un moment où on a plusieurs streamings. On a, je sais pas, HBO Max, Disney+, on a même d'autres plus cultes, Mubi, des streamings ici du Brésil comme Belas Artes à la carte. On a beaucoup de possibilités. Et c'est quand même dur parce qu'on a beaucoup de films à voir. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tout ce que vous avez envie de voir parce qu'on a beaucoup de... Impossible. Ouais, c'est impossible. Donc, je ressens un peu qu'on perd un peu les films sur l'Internet parce que ça, c'est un peu compliqué parce qu'avant, la difficulté, c'était d'avoir accès aux films. Là, on a beaucoup d'accès, mais on n'a quand même pas du temps. On a quand même la flemme, peut-être, de voir des films sur autre plateforme qui n'est pas Netflix. Donc, donc c'est vraiment compliqué pour le cinéma. Je pense que c'est une opportunité, mais ça augmente un peu la pression pour faire ce que je disais avant. Parce que les films doivent être vraiment présents au quotidien des gens pour que tu puisses les voir sur cette plateforme que personne n'a pas, tu vois. Donc, c'est encore plus dur, je pense, pendant la pandémie. Parce qu'avant, peut-être, avec les salles de cinéma ouvertes et avec les salles de cinéma avec des gens, parce que là, elles sont ouvertes, mais elles n'ont pas la même chiffre de spectateurs qu'avant. Donc, peut-être que c'était plus simple à connaître des films différents. Mais là, c'est un peu plus dur parce que les festivals, c'est tout en ligne. Donc, en même temps, par exemple, on a eu de plusieurs festivals qui prenaient place, par exemple, à São Paulo, comme Mostra de São Paulo, peut-être le plus important festival pour des films étrangers, qui a pris place par la première fois sur Internet. Donc, des personnes à Belo Horizonte, à Recife, ont pu participer de l'événement aussi. Donc, ça, c'est cool. Hein. Oui, c'est bon que tu as parlé de ça. Hein. Tu n'as pas créé une dispute de cinéma contre streamers, hein, que c'est un peu bizarre même d'essayer de faire cette bataille. Parce qu'il y a un côté Netflix que j'adore, c'est l'opportunité de voir des films des pays que je ne savais même pas qu'ils existaient. Parfois, je regarde une série ou un film avec une langue très différente et je dis, d'où vient ça? Et j'ai un petit hobby avec ma copine qu'on essaie de trouver les pistes qui vont nous dire où il filme, quelle est la ville, où se passe le film, sans chercher sur Google. C'est interdit de chercher, on doit trouver dans le film même, dans la série, quelques traces. Parfois, le numéro d'immatriculation d'une voiture, on voit, ah, regarde, il y a le symbole de tel pays. Donc, il y a ces petits jeux qu'on fait. Et à la fin, si on ne les trouve pas, on cherche sur Internet, bien sûr. C'est le dernier temps. Mais déjà, c'est une chose que j'aime beaucoup, cette possibilité. Hein. Non, c'est cool. Il y a un jeu vidéo qui fait ça, mais avec des images de Google Street View. Donc, tu vois l'image d'un pays, il faut que tu tapes sur le clavier le nom du pays. Donc, c'est un peu Ah, c'est vrai? Ouais, ça existe. Hein. Il y a même
des joueurs français très célèbres. Je l'ai vu sur Internet. Je peux te montrer après. Mais, Ah, j'aimerais bien. mais c'est ça, moi je pense, ça c'est peut-être la raison de pourquoi j'aime tellement le cinéma, parce que c'est une fenêtre pour le monde, pour connaître d'autres sociétés. C'est vraiment cool. Hein. Ouais, Oui, tout à vraiment fait. cool. Et parfois, on voit des choses, même, et j'ai dit, quoi, mais ils font ça dans ces pays? C'est incroyable. Hein. J'ai regardé une série policière, je pense qu'on dit en français, je sais pas, mais dans les personnages, c'était la police, hein, qui a des enquêteurs qui allaient trouver l'assassin, les choses comme ça. J'adore ce type de série. Et c'était, j'ai oublié le pays, Islande, choses comme ça. Les pays du Nord, plus au nord du monde. Et il a eu un moment, et toujours on se disait, toujours les policiers se mettaient en péril sans armes. Toujours. Ils allaient chercher quelqu'un dans une maison vide, sans armes. Et je disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils vont entrer là? Vous êtes cons, prenez une arme, putain. Et tout ça, j'étais très en colère avec eux. Et dans les derniers épisodes, l'assassin, il a utilisé une arme à feu, il a fait un tir. Et donc, les policiers, il est retourné dans la voiture très vite. Et il a appelé, pris la radio et dit à la station là, de la police, à la gendarmerie, ah, tiens, il a une arme à feu, donne-moi le code du coffre de la voiture pour que je puisse prendre une arme. Et à ce moment-là, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce que se passe là? Ils n'ont pas une arme, ils ont besoin d'un code pour accéder à une arme si le criminel, si le criminel a une arme aussi. Donc, c'est inimaginable au Brésil, cette situation, hein, d'un policier qui n'a pas une arme, ou plusieurs. Et surtout aujourd'hui, n'est-ce pas, à Rio de Janeiro, par exemple, avec les milices et tout ça. Ouais. Ouais. Avec les présidents, ouais, c'est... Exactement. Avec les symboles d'armes et tout ça. Et c'est ce choc culturel, c'est très cool, hein, parce que pour moi, c'était inimaginable une situation pareille. Pour moi, police et armes, c'était une chose qui marchait toujours ensemble. Hein. Et au point de questionner, de dire que c'est mauvais ça, hein, de dire, mais comment tu vas prendre quelqu'un sans une arme? C'est un ambitieux ça. Tu vois, ouais. Donc, ces moments, ce sont importants de nous mettre en contact avec des cultures très différentes. Mais pour faire un commentaire encore sur le streamer, je me suis rendu compte qu'il y a du cinéma indépendant hein, sur Netflix, par exemple. J'ai trouvé des films de plástico, ouais, les gars qui viennent d'ici, de l'Horizon, que j'aime beaucoup en fait. Ils sont connus aussi, je pense, au Brésil. Mais c'est déjà de l'espoir, quoi, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai trouvé des films avec Grace Passo hein, sur un Netflix, j'ai beaucoup aimé, en fait. Il y a... Bon, non, ça, c'est le bon côté, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que normalement, Netflix et d'autres entreprises sont intéressées pour acheter des films qui sont déjà prêts, c'est-à-dire, elles aiment bien les films qui ont une carrière au festival, mais après, un original Netflix, je pense pas qu'elles avaient le même intérêt pour faire des subventions pour les cinémas produits à Belo Horizonte, par exemple, que je pense qu'ils pourraient être fait avec des sous de Netflix aussi, pourquoi pas. J'ai aucun doute. Mais après, c'est ça qui est dur, en fait, parce que peut-être que Netflix peut être une très bonne opportunité pour un film, mais au bout des comptes, ça paye pas trop. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, ça, c'est compliqué aussi pour le cinéma indépendant, parce que tout le monde pense, c'est un rêve à être à Netflix. Et du point de vue que beaucoup de gens ont accès à Netflix, oui, je suis d'accord, mais après, c'est peut-être plus intéressant de les vendre pour une chaîne de télé qui va payer plus, je sais pas. Ouais. Bon, oui, je peux imaginer, tout à fait.
pour Netflix, n'est-ce pas, le côté entreprise, argent et voilà, et tout ça a marché. C'est plus intéressant de payer Bruno Marquezine 1 million, je sais pas quoi, pour faire une série avec des... N'est-ce pas? Juste, tu travailles, on a parlé un peu d'affiches, bonnes annonces et tout, mais tu as dit que tu travailles aussi avec les réseaux sociaux, hein? Et comment c'est cette relation avec les réseaux sociaux au moment de la production? Ça a beaucoup amélioré. On a parlé un peu que le réseau social il est devenu le trottoir, hein, dans lequel on peut voir les choses du monde. Mais il a exigé un travail un peu, une adaptation du cinéma, parce qu'en même temps, je pense qu'on est, je sais pas vous, mais moi, parfois, je suis plus anxieux à cause des réseaux sociaux, des choses. Parfois, il y a des vidéos de 10 secondes, c'est énorme pour moi. Et si vous commencez à faire des vidéos de 5 secondes, s'il y a 7, ça sera énorme. Donc, de plus en plus, on est plus anxieux, hein. Il y a des stratégies différentes, je sais pas. Ouais, je pense. Moi, en tant qu'une personne qui travaille sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, je suis d'accord, je suis très anxieux avec les réseaux sociaux, mais ça a changé un peu la façon de faire le travail de divulgation d'un film, parce que, par exemple, la majorité des gens ne regardent plus que 6 secondes d'une vidéo. Donc, avant, une bande-annonce avait beaucoup des logos, en fait, des sponsors, et donc peut-être 15-20 secondes d'information. Et là, non. Il y a même des bandes-annonces qui ont une petite bande-annonce avant la bande-annonce officielle. Donc, je sais pas, vous avez 6-7 secondes qui racontent un peu l'histoire du film ou qui donnent au moins des images qui peuvent être les plus iconiques du film. Et après, ça commence, en fait, la bande-annonce de la façon plus traditionnelle. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un défi, en fait, parce que c'est ça, hein. Et en plus, les gens n'ont plus beaucoup de patience pour les réseaux sociaux. Donc, ouais, ça change beaucoup, hein, en fait. Il faut faire vite. Dis-moi vite, dis-moi vite ce que tu veux me raconter. C'est un peu ça. C'est la société aujourd'hui néolibérale, je ne sais pas si je peux dire ça, n'est-ce pas, en français, mais on arrive, je ne sais pas, mais je ne vois pas de lumière, tu vois. C'est notre relation avec notre corps, avec le monde, avec l'art, avec les personnes. Comment tu ne vois pas? On parle aujourd'hui de lumière, hein, des frères Lumière qui Quoi? ont inventé le cinéma, là, les frères Lumière, qu'ils s'appelaient, hein. Voilà, la lumière, c'est le cinéma. Voilà, le cinéma, ouais. Bon, alors on arrive à la fin. Dommage, triste, on pourrait parler pour des heures, mais on va laisser Chai se reposer. Et alors, Chai, il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre. Bon, pas exactement une question, mais un commentaire ou enfin quelque chose que tu fais, que tu écoutes, que tu vois, un film. Je ne sais pas si c'est une question, en fait, une question que j'aime faire tous les temps parce qu'on a parlé beaucoup de l'importance du cinéma, de l'importance de la mémoire. Et je pense que moi, je suis un militant du mouvement LGBT+, ici au Brésil. Donc, je pense beaucoup à cette question parce qu'au bout de compte, on parle sur la construction du discours historique. Quand on parle d'une cinémathèque, c'est l'histoire du cinéma brésilien qui est là-bas. Donc, mais je pense qu'il faut penser à ce moment-là aux pertes qu'on a eues à la cinémathèque, mais aussi des films qui n'étaient pas là-bas, par exemple. Des films qui n'ont pas trouvé des moyens pour être réalisés. Et donc, je pense qu'il faut penser ça dans une perspective intersectionnelle, je pense, parce que, par exemple, moi, comme je disais, j'aime bien l'histoire du mouvement LGBT+. J'ai un bouquin que j'aime beaucoup. Je peux faire montrer. Bref, vous ne regardez pas, mais... Non, on prend une photo ou ouais, je sais on met pas. cet extrait-là. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle Archives des mouvements LGBT+, une histoire des luttes de 1890 à nos jours. Donc, c'est un livre d'un sociologue français qui s'appelle Antoine Dié. Et donc, c'est un livre vraiment à feuilleter parce qu'il a collecté plein d'images
du mouvement LGBT plus en France avant la Première Guerre mondiale, pendant les guerres, après la guerre, bref, pendant les années 70, pendant mai 68, après, pendant les décennies des années 80 et 90, avec l'activisme contre le VIH-Sida, et plus récemment avec les mobilisations pour le mariage pour tous et pour toutes. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est un travail que je voulais vraiment... Je voulais qu'il puisse exister un bouquin brésilien. Alors, on peut faire la traduction, quoi. Ouais, on peut faire la traduction. D'ailleurs, les livres, si vous voulez l'acheter, il est disponible sur les sites des librairies da Travessa. C'est pas, ils m'ont pas payé pour dire ça, mais j'ai dit, mais bref. Non, mais ouais, on fait de la pub gratuite, quoi. C'est le monde doit connaître. Mais sinon, c'est que j'aime bien avec ces livres parce que l'auteur dit sur l'introduction que c'est saisir d'archives, c'est-à-dire voir des images. C'est très séduisant en fait parce que des fois on peut penser, on a tout récupéré, j'ai tout compris sur le passé, mais si on pense à la production d'images, il faut penser que c'est un privilège. Je ne sais pas si vous avez des photos de famille, si vous avez des vidéos de famille. Par exemple, si tu as des vidéos de ton enfance au Brésil, je pense que ça a un rapport très clair avec les conditions d'argent de ta famille. Et donc, si on essaie de raconter l'histoire du cinéma ou bien du mouvement LGBT avec des images qui ont survécu, c'est aussi une histoire avec des gens qui ont pu tourner des images, qui ont pu préserver ces images. Donc c'est ça. Donc, moi, je voulais que la cinémathèque soit ouverte, mais je pense qu'il faut aussi penser à la cinémathèque qui n'est pas de la cinémathèque, c'est-à-dire aux sujets qui ne sont pas représentés dans la collection, qu'on a perdu déjà une partie, mais c'est ça. Donc, j'aime bien ces livres. Et voilà, j'aime bien penser à ça, l'histoire, que l'histoire ne raconte pas comme les sambas des Mangueiras, c'est ça, j'aime bien. Ouais. Mon Dieu. Alors, on va se coucher avec cette question aujourd'hui. Mais oui, tout à fait. Et bon, comme j'ai dit, j'ai grandi dans un petit village et j'habitais dans un petit village dans la banlieue. C'est quoi? C'est vraiment au milieu de la forêt, quoi. Et là-bas, à côté, la mairie, elle a construit de petites maisons. C'était comme une minha casa, minha vida à l'époque. Ouais. Et donc, j'avais mes plus grandes amies, c'était les amis qui habitaient là-bas. Et un jour, j'ai des contacts avec une amie, et elle a dit, un jour, elle m'a envoyé une photo de l'école, d'un groupe, n'est-ce pas? Il y avait moi, et elle a dit, Lou, tu vois, tu es dans la photo. Et moi, on n'a aucune photo de nous deux quand on était petites. Et elle a dit, les photos que j'ai de moi quand j'étais petite, ce sont les photos que tes parents, ils ont pris, ouais, tu vois. C'est parce que vraiment, là-bas, c'était quoi? Ils cuisinaient au bois, ouais, au four au bois. Il n'y avait pas de lumière. C'était 5 personnes dans la même chambre. Et ça me fait réfléchir, en fait, à ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, tu nous as déjà indiqué un livre et qui, en fait, a donné envie de le feuilleter, de le regarder, de le prendre dans les mains parce que j'ai vu ici par la vidéo, c'est une très belle édition déjà. Et tu as parlé des librairies de Travessa, que j'adore aussi. J'achetais beaucoup de choses. En fait, quand j'étais étudiant à la fac, j'achetais plusieurs livres là-bas sur Internet, mais je ne connaissais pas du tout la librairie. Et quand je suis allé à Rio la première fois, et quand j'y suis entré, ça a été une sensation très bonne d'être là. C'est comme si je la connaissais déjà, c'était déjà mon amie. Bon, normalement, à la fin, on pose cette question.
Qu'est-ce qui va avec ton pain français aujourd'hui? Il y a une autre farce que tu veux y mettre ou le livre là, ça va? Non, les livres, ça va, mais je pense que si on parle des mémoires et si on arrive un peu à parler de la mémoire LGBT+, c'est un autre sujet qui m'intéresse. Moi, j'aime bien un film français qui s'appelle 120 bâtiments par minute. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un film de 2018 d'un réalisateur qui s'appelle Robin Campillo. Donc, c'est un film qui raconte l'histoire du ECTAP Paris. Donc, c'était un groupe d'activistes, c'était un groupe d'activisme contre les préjugés pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Donc, c'est très important de penser à ce moment-là, surtout quand on vit dans une autre pandémie, non, du COVID-19. Et je pense que ces activistes, ils ont beaucoup pensé à l'importance du vaccin, par exemple. Mais moi, j'aime bien ces films parce que toujours quand on pense aux années les plus dures de l'épidémie du VIH-Sida, on a tous une image très tragique, en fait, de ces moments-là. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de vies, en fait. Il faut faire un travail de mémoire, un travail de deuil aussi. Mais c'était des gens qui ont vécu, voilà, donc, qui ont vécu des histoires d'amour, qui existaient avant et pendant les faits qu'ils vivaient avec le VIH. Donc, c'est un film très contemporain, je pense. Et c'est un très joli film, voilà, regardez-le. Et en plus, l'acteur principal est hyper beau. Il est un Argentin qui s'appelle Nahuel Pérez Vizcaya. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'a pas un accent argentin, enfin, il a un accent français. Donc, il pourrait avoir un accent argentin, ça ne serait pas du tout un souci. Mais c'est un très beau travail d'acteur en plus. Donc, voilà, 120 bâtiments par minute. Ici au Brésil, vous pouvez les louer sur YouTube ou bien vous pouvez trouver d'autres moyens pour les voir. J'ai dit ça, j'ai dit rien, mais regardez-vous. Ah, parfait. Ah, Je suis curieuse, quoi. Ouais. Oui. Je suis super curieuse. Bon, voilà. En fait, côté LGBT, il y a un film brésilien que j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais Praia do Futuro, ouais. Et les acteurs et tout ça, le voyage et le côté amour impossible, tu vois. Oh, mon Dieu, j'étais complètement passionnée. Non, je pense que c'est une question pour le cinéma brésilien aussi. Enfin, il y a tout un travail des mémoires, des histoires d'amour pour raconter ici au Brésil, en Amérique latine aussi, un peu différent peut-être. Parce que toujours quand on pense sur l'histoire du mouvement LGBT+, on pense souvent aux États-Unis, à Stonewall. C'est comme s'il n'existait que des gays aux États-Unis, que des lesbiennes, que des personnes trans aux États-Unis, mais ça a commencé aussi au Brésil, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, partout, non? Donc, j'aime bien ça, de penser à des films brésiliens aussi. Ben, voilà. Bon, grand merci, hein, ça a été super de parler avec toi. Oui. Non. Merci. Obrigado. Et maintenant, c'est ton moment. Comment on peut, si je veux faire un film et j'ai besoin de ton travail, comment je peux te contacter? D'accord, vous pouvez... J'ai un site internet, Chai, comme mon prénom, T-X-A-I, Ferraz, avec Z à la fin, .com. Donc là, vous avez mon numéro de téléphone, mon courrier électronique. Vous pouvez entrer en lien avec moi. Et c'est ça. Sinon, je suis sur Instagram aussi. Vous pouvez m'ajouter @chaiferraz, pourquoi pas. Ouais. Merci, hein, je suis hyper content de pouvoir parler du cinéma, même si on vit dans un moment très difficile au Brésil. Par rapport à ça, c'était un gros plaisir. À nous aussi. Et un grand merci pour ta disponibilité, pour ton temps, n'est-ce pas, pour nous montrer, n'est-ce pas, parler avec nous, mais aussi avec nos auditeurs sur le cinéma et sur tout ça qu'on a parlé. Je trouve super important. Oui, voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, merci de nous accompagner jusqu'à ces moments-là.
Suivez-nous sur Instagram pour des contenus exclusifs chaque jour, @PonFrancaisPodcast. Et bisous. Merci. Bisous. À la prochaine. Ciao. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.